Bonsoir. Présidente de la FNSEA, c'est le principal syndicat agricole, et éleveuse de porc vous-même dans le Maine-et-Loire. Alors vous êtes pour ou contre ce changement d'heure? Ah, eh bien, pour les agriculteurs qui travaillent avec le vivant, ces changements d'heure sont compliqués. Pour tout vous dire, nous préférons l'heure d'hiver. Pourquoi? Parce que nous travaillons beaucoup avec le soleil, et donc être le plus près possible de l'heure du soleil, c'est mieux. Donc être à 1 heure de l'heure du soleil, c'est-à-dire horaire d'hiver, ça nous convient beaucoup plus. C'est plus adapté au rythme à la fois des animaux et des cultures. Ça perturbe vraiment les bêtes? Alors, les bêtes s'habituent parce qu'on décale les horaires de traite des vaches de quart d'heure par quart d'heure. Pour les poules et les heures de sortie, c'est un peu plus compliqué aussi, mais c'est compliqué surtout pour les personnes qui travaillent. Je vous donne un exemple. Si on est décalé de 2 heures de l'heure du soleil, le soleil se lèvera à 9 heures. Enfin, le soleil, il fera jour quand il sera à 9 heures et non pas quand il sera 7 heures. Et donc ça, pour aller travailler dehors, dans les prés, dans les champs, c'est comme pour les enfants qui sortent de la maison pour aller prendre le bus. Quand il fait tout noir, c'est quand même moins pratique. Donc c'est davantage les travailleurs que ça gêne par rapport aussi au cycle de nos cultures. Selon vous, est-ce qu'il faut abandonner ce système et prendre une décision européenne, qu'il y ait enfin une harmonie dans toute l'Europe? Parce qu'il y a le problème des éleveurs, des agriculteurs, il y a aussi le problème des transfrontaliers qui doivent changer d'horaire selon le pays dans lequel ils vivent et où ils vont travailler. Sur le plan économique, c'est aussi un problème. Évidemment, à l'origine, c'était pour une harmonisation européenne, c'était pour des économies d'énergie. Les études qui ont eu lieu montrent qu'il n'y a pas tant d'économies d'énergie que ça, première chose. Et deuxième chose, c'est mieux quand il y a une harmonisation européenne, effectivement, pour les horaires de travail, de transport, les horaires d'ouverture de bureaux, etc. Ce qu'il faut, c'est que ce soit harmonisé, mais surtout, il faut du bon sens. À un moment où tout le monde parle de nature, de naturel, de coller mieux à la nature et au soleil, je pense que s'en tenir à être le plus près possible du soleil pour correspondre aussi à une facilité de travail pour tout ce qui est métier du vivant, mais aussi éclairage d'ailleurs, des choses aussi évidentes que ça me paraît être bien plus intelligent. Puis vous savez, il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas du tout adopté. La Russie l'avait adopté un seul horaire et puis elle y a renoncé. Et un certain nombre de pays l'ont aussi abandonné, comme la Chine, l'Argentine, la Tunisie. Donc réfléchissons bien avant de prendre des décisions qui peuvent être sympathiques pour avoir des longues soirées d'été sur la terrasse. Mais enfin, on ne vit pas que pour passer des longues soirées d'été sur la terrasse. Christiane Lambert, puisqu'on parle de l'Europe, là, je m'adresse à la présidente de la FNSEA. On sait que c'est très tendu actuellement avec les Britanniques depuis le Brexit. Il y a le problème des migrants. Il y a aussi le problème de la pêche aussi. Beaucoup de patrons pêcheurs sont dans le rouge aujourd'hui parce qu'ils réclament des licences pour aller pêcher dans les eaux britanniques. Est-ce qu'il faut que l'Europe soit plus ferme? Est-ce qu'on a été trop gentil jusque-là? Écoutez, bon, les Anglais sont quand même compliqués. Ils ont quitté l'Union et puis maintenant ils veulent pas respecter les règles qu'ils doivent respecter. Il y a des accords, il y a des droits de pêche pour la France dans les eaux britanniques, y compris d'ailleurs pour tous les Européens. Ces droits doivent être respectés, mais vous savez, ce sont les pêcheurs qui en sont victimes, parce que de la même façon, les pêcheurs britanniques ont besoin de vendre leurs poissons chez nous parce que les Britanniques mangent peu de poissons. Donc ces désaccords politiques, diplomatiques, pénalisent les acteurs économiques que sont les pêcheurs des deux côtés de la Manche. Une question aussi, Christiane Lambert, sur le coût du gasoil qui ne cesse d'augmenter. Ça concerne aussi les pêcheurs, mais pas seulement. Ça concerne aussi tout le monde agricole. Pour certains agriculteurs, c'est vrai que c'est lourd dans le budget. Est-ce que le gouvernement doit mettre la main au porte-monnaie pour les aider? Si oui, de quelle façon? Écoutez, tout augmente. Les carburants, les engrais, l'alimentation du bétail. Jamais le blé n'a été aussi cher. Jamais le soja n'a été aussi cher. Jamais le carburant n'a été aussi cher. Ce matin, on sont publiés les décrets de la loi alimentation numéro 2 qui vise à rémunérer correctement les agriculteurs en tenant compte des coûts de production. Eh bien, ça tombe bien, puisque tous les coûts de production augmentent. Il faut arriver à passer quelques centimes de hausse sur les prix des produits des agriculteurs jusque chez les consommateurs. Vous parlez beaucoup sur vos ondes et avec raison de l'augmentation des coûts des emballages, des jouets, du transport. Eh bien, le coût de fabrication des produits agricoles augmente aussi, que ce soit les œufs, les poulets, le lait, la viande. Quelques centimes de plus pour que les agriculteurs gagnent leur vie, c'est l'objet de la loi alimentation et les décrets sont parus ce matin. J'espère que les distributeurs l'ont bien mesuré et vont engager les discussions dans de meilleures dispositions. Alors, le G20 est réuni à Rome aujourd'hui. Pendant 2 jours, il va être beaucoup question
du réchauffement climatique. Hier, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a dit qu'il allait présenter au début du mois de décembre un projet de loi de réforme du système d'assurance agricole pour couvrir justement les risques liés au changement climatique. Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne décision? Est-ce que c'est de nature à aider le monde agricole qui est souvent le premier pénalisé par les aléas de la météo? C'est une proposition sur laquelle nous travaillons depuis 10 ans. Nous l'avons votée en 2014 et enfin, elle arrive sur la table. Il a fallu les événements dramatiques, le gel, les inondations, les sécheresses de l'année dernière, de cette année plutôt, pour que le gouvernement décide enfin. Donc cette loi présentée, ça correspond à ce que nous voulons. Vous savez, nous n'avons pas de toit. Les entreprises agricoles, elles travaillent à ciel ouvert. Et quand il y a des drames comme le gel qui a fait perdre 30 à 40% de récoltes aux viticulteurs, 80% aux arboriculteurs, s'il n'y a pas d'assurance qui permette de se couvrir et d'avoir quand même un minimum de rentrée financière, eh bien les exploitations ne tiendront pas. Et comme avec le changement climatique, ces événements vont plutôt se répéter, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une modification des régimes d'assurance, mais aussi la solidarité nationale pour que les exploitations restent debout et puissent produire les années suivantes. Et à l'inverse, parce que je vais toucher où ça fait mal, on reproche souvent aux agriculteurs d'être les premiers responsables du dérèglement climatique avec les rejets de méthane émis par les ruminants, le protoxyde d'azote aussi qui est lié à l'utilisation d'engrais azotés. Est-ce que le monde agricole, et vous le fréquentez, Christiane Lambert, est-ce qu'il est prêt à adopter des techniques alternatives? Mais il a déjà commencé, puisque aujourd'hui tous les décideurs politiques le disent, il ne peut pas y avoir de neutralité carbone sans l'agriculture. Oui, c'est vrai qu'il y a le méthane, mais il y a aussi les sols qui captent du carbone. Il y a toutes les plantes, toutes nos cultures qui sont de la biomasse, qui font des énergies renouvelables, des biocarburants. Il y a le photovoltaïque sur les toits. Bref, tous ces sujets qui seront évoqués à Glasgow largement pour dire que l'agriculture a une part de responsabilité, nous ne la nions pas, mais que nous apportons énormément de solutions, d'ailleurs à des secteurs polluants et pollueurs. Aujourd'hui, nous vendons des crédits carbone à des entreprises qui, elles, émettent du carbone. Nous le captons dans nos cultures, dans nos forêts, dans nos champs, et nous sommes capables de vendre des crédits carbone. Donc il faut présenter l'agriculture à la fois comme cause, mais aussi comme solution. Et le décret sur le glyphosate, il a été publié aujourd'hui au journal officiel. C'est un crédit d'impôt pour sortir du glyphosate. Donc il entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. C'est un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 € pour les exploitations agricoles qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. Ça, c'est une bonne incitation justement à changer de méthode. Ça ne couvrira pas la totalité des frais pour ceux qui vont en sortir. Certaines exploitations peuvent en sortir, d'autres non. Ce qui est positif, c'est que l'État a mesuré que la déclaration hâtive de dire arrêt du glyphosate était certainement trop hâtive. Il est revenu en arrière en disant lorsqu'il n'y a pas d'alternative, il faut pouvoir l'utiliser quand même. C'est le cas dans l'agriculture de conservation des sols, c'est le cas dans les vignes et les vergers en pente, c'est le cas pour certaines cultures de semences ou de noix, noisettes pour pouvoir cueillir correctement. Bref, aujourd'hui, il y a du discernement dans l'approche et c'est ce qui, je pense, doit prévaloir. Tout interdire s'il n'y a pas de solution, nous savons très bien que c'est une impasse. Donc, que ceux qui peuvent l'arrêter, l'arrêtent, mais que ceux qui en ont besoin, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, puissent continuer à l'utiliser, ça fait preuve de pragmatisme et c'est un principe de réalité finalement vers lequel revient le gouvernement.